Lambert. La parole est maintenant à Monsieur Jacques Krabal pour le groupe de RDP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission du Développement économique, mes chers collègues, oui, tout doit être fait pour favoriser l'essor de la voiture électrique. Et cela passe évidemment par le développement du réseau d'infrastructures de recharge véhicules électriques dans le territoire français. La proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui en est un facteur déterminant. Dans le cadre des engagements internationaux de la France sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adoption des mesures visant à faciliter le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public devrait y contribuer. Pourquoi? Plusieurs raisons. D'abord, d'un point de vue environnemental, comme ça a été dit et rappelé. Nous l'avons souvent émis dans cet hémicycle au cours des débats sur la mise en place de l'écotaxe. Le secteur des transports est un grand consommateur d'énergie fossile en France, ainsi que des émissions de polluants et de gaz à effet de serre. Il y a d'autres éléments, la transition énergétique, les enjeux économiques et l'emploi sur lesquels je reviendrai. Mais si la voiture électrique est un sujet d'actualité, et vous avez dit, Monsieur le Ministre, depuis 20 ans environ, son invention remonte, elle, à bien au-delà, à plus d'un siècle. Et oui, le 29 avril 1899, au parc agricole d'Achères, de la ville de Paris, une voiture dépassait pour la première fois la barrière symbolique de 100 km/h, 105 exactement. Cette voiture était une voiture électrique franco-belge, la jamais contente. 115 ans après cette prouesse, 14 000 véhicules électriques en 2013 ont été vendus, ce qui représente tout de même une hausse de 50% en un an par rapport à 2012, certes en deçà des prévisions. Pourquoi si peu? Il existe plusieurs facteurs limitants à ce développement. D'abord, le prix de vente ou de location de longue durée établi par les constructeurs automobiles est encore trop élevé. Certes, Madame le rapporteur, vous avez fait part tout à l'heure d'une mention d'un facteur psychologique décisif en écrivant que le déploiement d'un réseau national couvrant le territoire doit précéder les ventes de véhicules électriques pour convaincre les acquéreurs potentiels hésitant de faire le premier pas. Vous avez raison. Mais ça ne peut être le seul levier de développement du marché des véhicules électriques. Il nous faut aller plus loin. Si les aides de l'État à l'achat sont incitatives, pour autant, et ça a été dit par le président Brottes tout à l'heure, le prix des batteries demeure encore trop souvent rédhibitoire. L'essor du véhicule électrique se jouera également sur la capacité des constructeurs à diminuer les coûts des batteries. Ainsi, du fait du coût global d'achat et d'utilisation de véhicules électriques apparaît aujourd'hui pas suffisamment avantageux, même si notre collègue a rappelé tout à l'heure tout l'intérêt économique de rouler en Zoé en comparaison avec les véhicules thermiques. Et c'est là l'un des premiers freins, et ce, malgré un prix de revient au kilomètre nettement inférieur. Et puis ensuite, la faible autonomie des véhicules électriques que les constructeurs annoncent aux alentours de 150 km en fait souvent des secondes voitures à usage urbain et périurbain, bien qu'elles commencent à pénétrer en milieu rural ou dans les petites villes, il y en a même à Château-Thierry. Par conséquent, le maillage territorial des bornes de recharge, en l'état actuel, ne permet pas de rassurer les propriétaires ou éventuels futurs acquéreurs de véhicules électriques et accentue la peur de la panne, très bien décrite tout à l'heure. Le projet de loi est indispensable, donc, parce qu'aujourd'hui, il subsiste de nombreuses zones partiellement, voire totalement délaissées sur le territoire français. Si on s'exprime en termes de continuité territoriale, elle est loin d'être assurée à ce jour et le propriétaire d'un véhicule électrique n'a aucune garantie de pouvoir se déplacer partout en France avec un véhicule électrique au-delà des territoires d'excellence, comme ça a été dit tout à l'heure, la Vendée, la région Poitou-Charentes. En région Picardie, nous n'avons que 55 à 60 bornes et dans l'Aisne, 17 et 4 à Château-Thierry. Ces disparités sont d'autant plus fortes entre les espaces urbains et les espaces ruraux,
alors que la voiture, pour les habitants des communes rurales, y est bien plus qu'un simple moyen de transport, puisque la voiture est le moyen de locomotion entre le domicile et le lieu de travail. Oui, l'accès à la borne électrique doit être un droit pour tous, quelle que soit la région où l'on réside. Tout doit être mis en œuvre qu'au-delà des grandes villes et des grandes agglomérations, nos territoires ruraux puissent eux aussi bénéficier de ces nouvelles technologies dans les mêmes délais. En favorisant le développement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, l'adoption de cette proposition de loi que nous examinons pourrait donner les moyens de réduire ces inégalités territoriales. Et c'est ce que rappelait ma collègue Jeanine Dubié en commission, parce que nos territoires ruraux ne doivent pas devenir, encore une fois, les enfants pauvres du développement des véhicules électriques. Nos territoires ruraux aussi connaissent des pollutions au CO2. Dans le sud de l'Aisne, à la suite du PCET que nous avons mis en place, eh bien, nous disons qu'il y a 28% d'émissions de CO2 dues aux problématiques de la mobilité. D'autre part, ce maillage territorial devra être impérativement accompagné, ça a été dit, mais je veux le rappeler, d'un véritable service à la recharge, géolocalisation des points de recharge avec une indication de disponibilité, indication du niveau de recharge en temps réel sur portable. Demain, les Français qui iront au travail, à l'école, en week-end ou encore en vacances devront pouvoir faire avec un véhicule électrique sans crainte de la panne sèche et pouvoir recharger leur véhicule facilement. L'existence d'un réseau de recharge électrique efficace, disponible, avec la diminution des coûts des véhicules et l'évolution des batteries, favoriseront le succès de la voiture électrique. Parce qu'au-delà de l'aspect environnemental, de l'aspect de la transition énergétique, les aspects sociaux, il s'agit aussi d'un enjeu industriel majeur, et vous l'avez rappelé avec brio, Monsieur le Ministre, tout à l'heure. Vous avez salué la performance des constructeurs automobiles français qui détiennent 80% des parts de marché du véhicule électrique pour les particuliers, contre 53% pour l'ensemble des véhicules pour les particuliers, et de nombreux équipementiers électriques, pourvoyeurs d'emplois locaux, sont aussi directement concernés. Dans la conjoncture économique dégradée que nous connaissons, nous ne pouvons pas nous priver de telles potentialités d'emploi. De plus, la présente proposition de loi constitue une réponse, ça a été rappelé aussi, au projet de directive européenne en cours de discussion qui proposera aux États membres un certain nombre d'objectifs quant au maillage du territoire en infrastructures de recharge. Actuellement, certaines mesures existent mais restent insuffisantes. Ainsi, dans le cadre des investissements d'avenir, l'État a confié à l'ADEME le rôle d'opérateur du programme Véhicules du futur, budget de 50 millions d'euros alloués aux infrastructures. De plus, l'article L111.5.2 du Code de construction de l'habitation introduit par la loi de Grenelle II prévoit l'obligation d'intégrer les prises de recharge dans les parkings des nouveaux immeubles. Et puis la loi ULUR étend dès janvier 2016 ces dispositions aux bâtiments industriels et commerciaux. Du côté des acteurs privés, ça marche. 25 000 bornes de recharge ont été créées, 8 000 par des particuliers, 12 000 destinées aux flottes d'entreprises, 1 000 dans les centres commerciaux et 4 000 dans ce parking. Cela nous montre bien un réel intérêt des acteurs privés pour l'installation de telles infrastructures. Je ne veux pas revenir sur cette proposition de loi qui, comme l'a dit Madame la rapporteure, a l'avantage d'être courte, je pense qu'on ne le signale pas assez, d'être ciblée là non plus. Je ne veux pas donc m'étendre et revenir sur ces aspects. Néanmoins, il nous apparaît que l'actuelle proposition de loi comporte peut-être quelques limites ou quelques précisions à attendre. D'une part, les modalités de création de l'opérateur national ne sont pas, de notre point de vue, assez clairement explicitées. Même si nous avez quelque peu rassurés tout à l'heure, il ne faudrait pas que le nouvel opérateur national vienne concurrencer l'offre publique déjà développée par les collectivités, les EPCI ou les syndicats d'électrification, comme c'est le cas dans l'Aisne avec l'UCEDA. Donc, la concertation entre les collectivités territoriales et l'État, prévue dans votre proposition de loi, doit être respectée à la lettre afin d'éviter que ces acteurs ne se concurrencent et qu'il puisse y avoir une évaluation précise. Mais à part ces quelques points, Monsieur le Ministre, nous soutenons cette proposition de loi car nous considérons qu'elle donne des moyens d'action efficaces pour contribuer au développement du secteur de l'automobile électrique. Et comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans Climène, « Il me faut du nouveau, n'en fut-il point au monde ?»
Oui, avec ce réseau d'infrastructures, nous sommes à l'offensive en France, en Europe et dans le monde. C'est pourquoi le groupe de RDP soutient cette proposition de loi. Merci, Monsieur Krabal.